條路啊！時代革命！時代革命！閂門啦！快啲啊！閂門啦！Cher Patrick, nous arrivons au dernier épisode de ce feuilleton Bouvard et Pécuchet au pays des images. Ce voyage, nous l'avions imaginé et déclamé à l'hiver 2020 entre deux foules, la foule des spectateurs réunis au centre Pompidou et puis la foule des images de foule en provenance de Santiago, d'Alger ou de Khartoum qui peuplaient les cimaises du festival Hors-Piste. Et voilà que ce voyage, nous le reprenons à mi-voix, au printemps 2020, 3 mois plus tard, autant dire des siècles plus tard, d'un appartement à l'autre, séparés par des rues désertées et si soucieux de tenir nos distances que sur les photographies de cet hiver, toute cette promiscuité nous met presque mal à l'aise. Nous voulions voir le peuple, nous voici dépeuplés. Et pourtant, à relire notre carnet de voyage, je m'aperçois que, cet hiver, les images dans notre dos en savaient déjà long. Par une sorte d'étrange pressentiment, tu t'en souviens peut-être, nous avions, pour interroger la circulation des images, les formes culturelles de leur appropriation ou de leur déprise, la façon dont on s'y reconnaît ou dont on s'en déguise, nous avions choisi de nous pencher, pour questionner tout cela, sur le motif du masque. Alors, la petite chanson de Michel Foucault, sans doute, nous avait inspiré. Foucault qui écrit dans Les mots et les choses, je le cite, « Nous sommes différence, notre raison c'est la différence des discours, notre histoire la différence des temps, notre moi la différence des masques. » Bon, je sais bien qu'il faut se méfier des analogies. La prophylaxie n'est pas la magie, se couvrir le nez, ça n'est pas changer de visage. Mais tout de même, est-on sûr qu'un masque n'est pas aussi, un petit peu, un masque ? Est-on sûr que les étranges nomenclatures dont nos oreilles sifflent ces jours-ci, masques FFP2, masques chirurgicaux, masques 3 plis, masques alternatifs, masques grand public, est-on sûr que tout cela ne dissimule pas son content de magie ? Est-on si sûr aussi que les ponts aériens, par lesquels les masques destinés à lutter contre l'épidémie de Covid-19 transitent, atterrissent par containers entiers à Roissy en provenance de Wuhan, où la production mondiale de masques était concentrée, avant que la ville ne devienne le premier foyer d'infection. Ou que la façon dont des lots de masques à destination de l'Italie sont shippés par la France, cependant que des stocks de masques à destination de la France sont interceptés par les États-Unis, est-on sûr que cet immense ballet diplomatique, économique et sanitaire soit entièrement indifférent aux significations que tant de cultures ont prêtées à l'acte d'échanger, de prêter, de voler, de faire circuler des masques ? Car voilà, j'étais parti de là. J'étais parti d'une histoire, d'un cérémonial et d'un mantra rapporté par Claude Lévi-Strauss dans un livre intitulé « La voix des masques ». Un récit légendaire qui explique comment les Indiens Kwakiutl, en Colombie-Britannique, ont acquis des masques, les masques Xwé-Xwé, auprès de leurs voisins, les Indiens Salish. Selon cette légende, l'emprunt serait intervenu après qu'un héros ait assisté fortuitement au cours de l'un de ses voyages à une cérémonie que le texte décrit ainsi. Bientôt une troupe d'hommes et de femmes parurent et un orateur adressa une invocation aux esprits. À 4 reprises, les femmes se changèrent en gros poissons rouges, animés de mouvements convulsifs, ensuite de quoi elles reprenaient leur aspect humain. 4 personnages, porteurs de masques Xwé-Xwé, dansaient devant elles en agitant des cistres de coquillages. Pendant ce temps, des officiants chantaient « Allez-vous-en les affreux, allez-vous-en les affreux, les affreux à la langue pendante, les affreux à la langue pendante, les affreux aux yeux protubérants, les affreux aux yeux protubérants. »
À chaque sortie des danseurs, conclut le mythe, les poissons redevenaient des femmes. Je ne sais pas trop ce qui me touche le plus dans ce récit. La force intrinsèque de cette image, de ce rituel, ou la façon furtive dont le héros y assiste. On l'imagine tapis derrière un rocher, évitant de perturber le déroulement du cérémonial, comme un enfant dont les adultes pris par la gravité du moment auraient oublié la présence. 4 traits, en réalité, me font aimer ce texte. Je trouve émouvante d'abord la manière dont l'accès à la magie ne s'effectue pas verticalement sur l'axe de la transcendance ou de l'ascension, mais sur l'horizontale d'un voyage, d'un aller et retour. On est allé chez le voisin, voilà ce qu'on y a vu et ce qu'on en rapporte. Deuxièmement, dans la suite du récit, on apprend que si après avoir contemplé le spectacle, le héros se voit offrir des masques et des sistres, c'est parce qu'il n'a pas perturbé le cours de la cérémonie. L'officiant a été frappé par cette bonne conduite et il lui fait livrer à domicile les trésors surnaturels auxquels il a assisté. Troisièmement, bien sûr, il y a cette ritournelle « Allez-vous-en les affreux ». Cette ritournelle psalmodiée à chaque entrée des masques et qui ramasse sous une forme incroyablement pure les 2 faces du geste ambigu qui consiste à nommer les affreux pour les renvoyer dans les limbes, à décrire précisément ceux dont on souhaite la disparition, à appeler pour repousser, en bref, à conjurer. Jacques Derrida notait qu'en français, le mot de conjuration peut désigner à la fois la convocation et l'exorcisme. Les 3 vers ici répétés sont une parfaite conjuration. Quatrièmement, bien sûr, me touche la façon dont tout cela se concentre autour de masques. Des masques dont le pouvoir consiste à attirer à soi des forces redoutables, mais aussi à leur donner une forme, une figure, qui rendra possible de les refouler ou de s'en protéger. Des masques qui, pour faire leur office, exigent qu'on leur associe les paroles adéquates, qu'on pose les mots qu'il faut sur leur apparence fascinante et redoutable. Des masques dont la sacralité n'interdit pas l'échange, pourvu qu'on ne les prenne pas à la légère, qu'on ne les arrache pas pour s'enfuir avec. Des masques, en bref, dont la magie est à la fois mobile, sociable et voyageuse. Si ce récit de Claude Lévi-Strauss, dans un livre sur lequel je reviendrai tout à l'heure, si ce récit donc m'était revenu cet hiver à l'esprit, c'est que j'avais consacré quelques nuits à dévorer une fiction où justement il est constamment, terriblement question de masques, d'affreux et de conjurés. Il s'agissait d'une série télévisée produite en 2019 par la chaîne HBO et créée par Damon Lindelof. Une série intitulée Watchmen et qui prolonge le roman graphique du même nom publié en 1987 par Alan Moore et Dave Gibbons. La bande dessinée, demeurée célèbre, mettait en scène les compromissions de super-héros avec l'impérialisme américain. Elle prenait pour cadre, pour uchronie comme on dit, un univers imaginaire où Richard Nixon serait sorti vainqueur de la guerre du Vietnam grâce à l'intervention d'un super-héros, le docteur Manhattan, et où il aurait été constamment réélu depuis. Dans Watchmen, dans la bande dessinée, Moore et Gibbons repliaient en quelque sorte l'un sur l'autre le plan de l'histoire américaine du XXe siècle et celui des histoires que les États-Unis se sont racontées au XXe siècle pour exalter, promouvoir leurs idéaux ou pour atténuer leurs déceptions et leurs déconvenues. 30 ans plus tard, Lindelof reprend ce fil à l'écran à un moment où, par ailleurs, les super-héros ont colonisé les écrans de cinéma du monde entier dans des proportions vertigineuses et imposé leur imagerie globale. Mais Damon Lindelof n'adapte pas la BD originale.
il lui donne une suite dans l'Amérique d'aujourd'hui et avec la part d'ombre qui est celle d'aujourd'hui, l'ombre de Donald Trump et celui de son soutien aux suprémacistes blancs, notamment lors des événements de Charlottesville, qui flottent sur le récit. Ce qui saisit d'abord le spectateur de la série Watchmen, c'est l'omniprésence des masques. Le récit en bande dessinée avait plutôt tendance à défroquer les super-héros, à les montrer perdus, sales ou vieillissants dans leur combinaison. La série, à l'inverse, étend le recours du masque. Celui-ci n'est plus réservé aux seuls super-héros, il devient d'usage courant. Des masques chez les inspecteurs, des masques chez les policiers en tenue, des masques chez les terroristes, mais aussi chez les fans ou les cosplayers. À l'aristocratie des héros masqués, la série paraît opposer une forme de démocratisation du droit à se couvrir le visage pour se doter d'une image qui ne soit pas la sienne. Alors, on aurait envie d'applaudir à ce tourbillon ludique des signes qui permettent à chacun de s'emparer d'une apparence mystérieuse. On aurait envie d'applaudir, sauf que cette généralisation des masques prend, dans Watchmen, l'apparence d'une sorte de carnaval terrifiant et terrifié. Si les policiers en effet se masquent le visage, c'est pour se protéger, eux-mêmes et leurs familles, de la menace représentée par les suprémacistes blancs, réunis dans un groupe intitulé la 7e cavalerie avec un K. Les suprémacistes qui ont eux-mêmes adopté le masque d'un super-héros, issu de la BD Watchmen, pour se livrer anonymement à des assassinats ciblés. À l'ambivalence traditionnelle du masque dans les récits de super-héros, vous savez, un masque c'est toujours à la fois l'expression de la puissance et le refoulement du traumatisme, la série superpose cette question contemporaine dont les manifestants de Hong Kong, les adolescents en capuche, les forces de l'ordre encagoulées un peu partout, savent quelque chose. Si l'on se masque, si n'importe qui peut être tenté d'adopter une autre image que la sienne, c'est aussi parce que certains ont peur et que d'autres font peur. Autant dire que l'idée naïve, selon laquelle les images sont à tout le monde, peuvent être empruntées à bon droit par n'importe qui, cette idée se trouve dans la série mise à l'épreuve d'un constat, notre désir de nous faire une autre tête que la nôtre, notre désir de nous masquer, se soutient de raisons différentes et s'exerce depuis des lieux différents. Autrement dit, nous ne sommes pas égaux devant les masques. En mettant au cœur du récit la question raciale aux États-Unis, la série Watchmen part d'un rappel embarrassant. Le pays qui a inventé les héros masqués est aussi celui qui a inventé le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, c'est-à-dire non seulement la possibilité pour les Blancs de se couvrir d'un masque pour déroger aux lois communes, mais leur liberté, la liberté des Blancs de se couvrir d'un masque blanc. Dans Watchmen, le masque qu'empruntent les membres du 7e de cavalerie est celui d'un super-héros issu de la BD, je l'ai dit, d'un personnage pétri d'esprit de vengeance et de ressentiment qui se faisait appeler Rorschach. Son masque avait ceci de particulier que, comme dans un test de Rorschach, les mouchetures noires ne cessaient de se modifier sur le fond blanc, chacun pouvant alors projeter sur cette face impassible ses propres hantises. Dans Watchmen, aux États-Unis, les Blancs affirment le pouvoir blanc en se couvrant d'un masque noir et blanc qui peut figurer toutes les faces, affirmer la possibilité de se donner n'importe quel visage. Or, dans le même temps, d'un autre côté, à l'inverse, la série raconte l'histoire d'un policier noir qui décide, lui aussi, de devenir un vengeur masqué. Il se baptise Hooded Justice, disons la justice encapuchonnée. Ce personnage porte la corde au cou et un sac sur la tête comme un noir lynché, parce que de fait, ce policier faillit se faire lyncher dans l'histoire. Mais, en arborant ces symboles,
il ne transforme pas pour autant les instruments du supplice en emblèmes de revanche. En effet, son épouse le lui explique tout de suite. S'il veut mener à bien son œuvre de justice, il ne peut pas être l'incarnation d'une affirmation noire. Les citoyens de la ville doivent penser que sous la cagoule, c'est l'un des leurs, un blanc, qui fait régner l'ordre. Et c'est pourquoi ce personnage maquille le contour de sa bouche et de ses yeux en blanc avant d'enfiler son masque, son capuchon. Et d'ailleurs, personne dans la série n'a supposé qu'il était noir, personne n'a fait le rapprochement entre la corde, le sac et le lynchage. Frantz Fanon écrivait en 1952 « Le noir doit, qu'il le veuille ou non, endosser la livrée que lui a faite le blanc. » L'ouvrage de Frantz Fanon s'intitulait « Masque blanc, peau noire ». Ainsi, la série prend-elle très subtilement position sur des questions très disputées depuis quelques années, ces questions d'appropriation culturelle, de pratique du blackface, etc. On dit parfois, pour minimiser la gravité de ces formes d'appropriation, on dit, puisque les signes sont indéfiniment disponibles, ils autorisent tous les renversements. Les images sont un trésor commun à l'humanité dans laquelle chacun devrait pouvoir puiser à sa guise, comme dans un grand coffre de déguisement. La série répond « En matière de politique, comme en matière de masque, il faut veiller aux fausses symétries et au double fond. Il ne suffit pas de dire que, lorsque des blancs se griment en noir, il ne suffit pas de dire que les noirs pourraient à leur tour se grimer en blanc et ce serait bien fait. Pas exactement. Parce que les blancs se griment en blanc, perpétuellement. Et ce masque les assure de leur droit à se donner tous les visages du monde. Cependant que les noirs, s'ils veulent se grimer en noir et user de leur propre masque comme d'une forme d'expression et de protection, les noirs doivent, pour accéder à ce dédoublement symbolique, veiller à montrer patte blanche et s'assurer que s'interpose entre eux-mêmes et eux-mêmes une fine couche de maquillage blanc. Un aparté ici, depuis notre printemps, depuis cette épidémie qui s'est invitée dans nos échanges, cher Patrick. Un article du New York Times, en date du 14 avril 2020, se fait l'écho de l'inquiétude qui a gagné de nombreux Afro-Américains depuis qu'aux États-Unis, le Center for Disease Control a recommandé à chacun de se couvrir d'un masque pour prévenir la propagation du virus. Relayé plus de 17 000 fois, le tweet de M. Aaron Thomas exprime sobrement le dilemme, je le cite, « I want to stay alive, but I also want to stay alive. » Comprenons. Au risque dont je me prémunis en couvrant mon visage, répond cet autre risque que je prends si je croise masqué et noir une patrouille de police. Allez-vous-en, les affreux. La vertu des allers-retours, raconte le mythe Kwakiutl que j'évoquais au départ, la vertu des allers-retours, c'est qu'ils vous enseignent les masques. C'est peut-être pourquoi, revenant de mes ruminations sur la série Watchmen vers le livre que Claude Lévi-Strauss a publié en 1979, La Voix des masques, je me suis aperçu que ce livre aussi était à double fond. La Voix des masques, en effet, délivre deux leçons selon qu'on l'emprunte dans un sens ou dans l'autre, selon qu'on lit le livre du début à la fin ou que l'on revient de la conclusion jusqu'au point de départ. Sur le premier trajet, du début à la fin, Lévi-Strauss commence par se citer lui-même. Il ouvre le livre par quelques pages écrites par lui en 1943, des pages où, jeune homme, il évoquait l'émerveillement qui fut le sien lorsqu'il découvrit les collections de masques de l'American Museum of Natural History. Bientôt, cependant, l'émotion esthétique fait place à l'analyse. Et Lévi-Strauss va appliquer sa méthode, la méthode structurale,
aux masques des peuples amérindiens du nord-ouest du continent. L'axiome de cette méthode tient en une phrase, je la cite. Pas plus que les mythes, les masques ne peuvent s'interpréter en eux-mêmes et par eux-mêmes comme des objets séparés. Autrement dit, les propriétés d'un masque, ses propriétés formelles et sémantiques, disons, les éléments distinctifs de son apparence d'un côté et les valeurs de sens qui lui sont attachées, ces propriétés ne peuvent pas être comprises si on ne les met pas en regard de celles d'autres masques empruntés à d'autres tribus, jusqu'à reconstituer de vastes constellations. Une combinatoire où chaque masque ne se contente pas de différer du visage de son porteur, mais chaque masque se définit par différence à l'intérieur de la série de masques où il s'inscrit. Ainsi, Lévi-Strauss remarque que les masques Xwéxwé, des Indiens Kwakiutl, et les masques Swahili, des Indiens Salish, présentent les mêmes caractéristiques plastiques. Ils ont des yeux protubérants et une langue pendante. Mais leurs valeurs, elles, sont aux antipodes. Le masque Swahili enrichit ceux qui le détiennent, leur assure le concours des autres, alors que le masque Xwéxwé incarne la pingrerie et l'égoïsme. Qu'un masque emprunté par une population à sa voisine voit au cours de ce transfert ses attributs s'inverser, écrit Lévi-Strauss, c'est là un fait riche d'enseignements. Et du coup, Lévi-Strauss élargit progressivement le périmètre de l'enquête. Non seulement deux masques dans deux peuples peuvent présenter des apparences similaires et des valeurs contraires, mais un troisième masque peut présenter à l'inverse des valeurs similaires et une apparence contraire. Par exemple, pas de plumes, mais des poils. Pas de blanc, mais du noir. Pas d'yeux protubérants, mais des yeux profondément creusés. Pas de langue pendante, mais une bouche interdisante à cet organe de s'étaler. Et voici, déduit en quelque sorte par la méthode structurale, le masque de Dzonokwa qui existe bel et bien. C'est une figure importante de la culture Kwakiutl. Pour le dire autrement, si le masque aux yeux protubérants voit sa valeur s'inverser en passant des Salish aux Kwakiutl, c'est en faisant système avec un masque dont la valeur est complémentaire. Au point que Lévi-Strauss formule la règle suivante: quand, d'un groupe à l'autre, la forme plastique se maintient, la fonction sémantique s'inverse. En revanche, quand la fonction sémantique se maintient, c'est la forme plastique qui s'inverse. Voici donc l'histoire que raconte la voie des masques quand on l'emprunte dans l'ordre, quand on suit pas à pas la démonstration un peu labyrinthique de Lévi-Strauss du début jusqu'à la conclusion. La conclusion, on peut la citer, elle vaut d'être lue. Une des notions les plus pernicieuses, écrit Lévi-Strauss, qui tient encore tant d'ethnologues sous son empire, est celle de peuplades isolées, fermées sur elles-mêmes, vivant chacune pour son compte propre une expérience particulière d'ordre esthétique, mythique ou rituel. On méconnaît ainsi qu'avant l'ère coloniale et les siècles d'actions destructrices à distance que, même dans les régions les mieux protégées, le monde occidental a exercé, on méconnaît que ces populations plus nombreuses étaient au coude à coude. À quelques exceptions près, rien de ce qui se passait chez l'une n'était ignoré de ses voisines, et des modalités selon lesquelles chacune s'expliquait, se représentait l'univers, étaient élaborées dans un dialogue ininterrompu et véhément. Fin de citation. En ce sens, oui. On peut bien dire que les images ne sont d'aucun peuple. On ne peut pas prétendre que chaque culture dispose d'un répertoire visuel et symbolique qui serait simplement le sien, dont l'originalité serait vierge de toute influence, de tout échange, de tout passage. Ce genre d'assignation à chaque peuple, ces images,
ne tient pas compte de la manière dont chaque style témoigne de préférences et de refus dont le voisinage seul, avec d'autres, peut rendre compte. Comme l'écrit encore Lévi-Strauss, quand l'artiste croit s'exprimer de façon spontanée, faire œuvre originale, il réplique à d'autres créateurs passés ou présents, actuels ou virtuels. Qu'on le sache ou qu'on l'ignore, on ne chemine jamais seul sur les sentiers de la création. Fin de citation. Remarquons quand même que cette leçon-là, Lévi-Strauss l'énonce d'abord contre les ethnographes, contre la tendance des ethnographes à considérer chaque culture isolément. Ce ne sont pas, dit-il, les peuples primitifs qui sont enfoncés dans la particularité de leur mythe, dans la solitude narcissique de leur culture, de leur masque. Là où l'Occident, à l'inverse, aurait découvert avec les voyages la joie féconde des emprunts culturels, le jeu avec les apparences, le cosmopolitisme décomplexé des icônes. Au contraire, le monde occidental a tout à la fois défait les voisinages, en décimant les peuples, plaqué sur ceux-ci l'image de culture fermée, et il s'est présenté, par contraste, le monde occidental, comme l'ouverture même, comme le seul à pouvoir accueillir tous les masques par le jeu de la réflexion sur la page blanche du savoir ethnographique. Et on se prend alors à reprendre le livre, La Voix des masques, du début, à revenir vers cette description, vers ces pages que le vieux Lévi-Strauss cite, ces pages où le jeune Lévi-Strauss donnait en 1943 l'expérience de sa découverte des masques. On se met à se demander si cette autocitation ne serait pas à double fond. Écoutez. Il est à New York, écrivais-je en 1943, un lieu magique où les rêves de l'enfance se sont donné rendez-vous, où les troncs séculaires chantent et parlent, où des objets indéfinissables guettent le visiteur avec l'anxieuse fixité de visage. Ce lieu, auquel des méthodes muséographiques désuètes confèrent les prestiges supplémentaires du clair-obscur des cavernes et du croulant entassement des trésors perdus, on le visite tous les jours de 10h à 5h à l'American Museum of Natural History. C'est la vaste salle du rez-de-chaussée, consacrée aux masques des tribus indiennes de la côte nord du Pacifique, qui va depuis l'Alaska jusqu'à la Colombie-Britannique. Ne faisons pas de Claude Lévi-Strauss le pionnier d'une réflexion sur la restitution des œuvres d'art, mais tout de même, c'est une drôle de lumière que la conclusion du livre, cet éloge du dialogue intense qui permettait aux cultures indiennes de s'exprimer par différence, c'est une drôle de lumière que la conclusion du livre jette sur l'enthousiasme du jeune Lévi-Strauss, sur ce tableau des masques rassemblés, empilés, dans un croulant entassement un peu comme une caverne visitable de 10h à 5h. Dans La Voix des masques, le double fond serait celui-ci. D'un côté, Lévi-Strauss défait l'idée selon laquelle chaque culture se définirait par ses propres images, qu'elle devrait préserver jalousement des influences et des emprunts. Mais, de l'autre côté, Lévi-Strauss s'interroge sur la façon dont l'Occident a revendiqué l'exclusivité de l'ouverture, dont il s'est du coup arrogé le droit de rassembler toutes les images du monde, de les mettre au musée, de les réunir dans la caverne, dans une forme d'aller sans retour. Et si, en empruntant la voie des masques, on se demande maintenant ce qui se trouve par là volé, il ne faudrait pas répondre que ce qui est volé, c'est l'identité des peuples, ce qui leur permet de coller sans débord à eux-mêmes, au risque de s'y enfermer. Chaque enfant le sait, ça n'est pas cela du tout un masque. Non, ce qui est volé, c'est au contraire ce qui permet à un peuple de ne pas être qui il est,
de se distinguer, certes, des autres, mais d'abord de devenir autre que lui-même, de devenir héros masqué ou gros poisson rouge, d'y reprendre son souffle et d'y trouver asile ou protection. Puis-je vous parler franchement ? J'aimerais que l'on s'arrête là. J'aimerais trouver moi aussi asile et protection dans ce qui vient d'être dit et de m'y reconnaître simplement, sans en dire davantage, en s'épargnant le dégoût d'avoir le dernier mot. Car, puisque tu as dit l'essentiel de ce que l'on doit dire quand on proclame que les images ne sont d'aucun peuple, il faut veiller aux fausses symétries et au double fond. Permettez-moi juste d'avouer une asymétrie qui, si elle n'est pas dite, risque de confiner à la déloyauté. J'avais écrit cela en janvier dernier, cette étrange expression que je relis à présent, sans la changer. Évidemment, c'est inutile, puisque c'est nous qui, depuis, avons changé. Confinés à la déloyauté. À l'époque, je veux dire jadis et naguère, je lisais par avance les questions et les réponses de Mathieu Pot-Bonneville, car c'est un garçon sérieux. Vous vous souvenez de ce que Flaubert disait de Pécuchet, sérieux, caverneux. Il le fut, puisque platonicien, et ce, dès la première semaine, et tout en profil. Et c'est en connaissance de cause que j'imaginais les réponses à ces questions, mais aussi les questions à ces réponses, et toujours au dernier moment, sans l'en prévenir, car je ne suis pas un garçon sérieux, ou alors, d'une autre manière de l'être, je cite encore Flaubert, l'air sérieux de Pécuchet frappa Bouvard. Sérieux, ce que j'ai entendu durant ces 4 semaines, c'est aussi que, depuis Voyager dans l'invisible de Charles Stepanov jusqu'à La Voix des masques de Claude Lévi-Strauss aujourd'hui, et à rebours, en somme, d'une histoire de l'anthropologie, c'est bien l'anthropologie, l'ethnologie qui fait penser la pensée, et pas seulement sur la question du peuple et des images. Alors, à quoi bon un historien, alors ? Sinon peut-être pour lire, relire et relier ce qui vient d'être dit et le relancer d'une certaine manière. Un peu à la manière dont Pierre Deléage, dans Lettres mortes, essai d'anthropologie inversée, paru en 2017, relie la fameuse leçon d'écriture de Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Nous sommes en août 1938 et Lévi-Strauss a 30 ans. Il est chez les Indiens Nambiquara, épuisé par une épidémie qui affaiblit l'autorité de leur chef, Rulio. Je ne vous dis pas de quoi les Indiens sont malades, car cela vous mettrait sur une fausse piste lacanienne. En fait, il s'agissait d'une ophtalmie purulente. Claude Lévi-Strauss organise un petit rassemblement pour échanger des biens, arcs et calebasses contre machettes et perles de verre. Car oui, en ce temps, les enquêtes ethnologiques étaient aussi des expéditions coloniales. Et on pourrait parler aussi, puisque nous évoquons cette question des masques, de l'origine coloniale des maladies infectieuses, de ce qu'on appelait jadis à l'Institut Pasteur maladies infectieuses et tropicales. Mais passons. C'est à ce moment-là qu'intervient ce qu'il appelle une comédie. Il a distribué des feuilles de papier et des crayons aux Indiens. Ils n'en font rien car ils ne savent pas écrire ni dessiner, à l'exception de quelques pointillés ou zigzags sur leur calebasse, écrit Claude Lévi-Strauss. Puis, un jour, je les vis tout occupés à tracer sur le papier des lignes horizontales ondulées. Alors, le chef Rulio lui réclame un bloc-notes et le couvre de lignes tortillées. Lors d'un second rassemblement, toujours pour régler les échanges d'objets avec l'ethnologue, il fait semblant de les lire pour réclamer des objets. Je cite toujours. Qu'espérait-il ? Se tromper lui-même peut-être, mais plutôt étonner ses compagnons, les persuader que les marchandises passaient par son intermédiaire, qu'il avait obtenu l'alliance du blanc et qu'il participait à ses secrets. C'est à contester cette interprétation qu'est consacrée l'analyse de Pierre Deléage, qui s'emploie à restituer la rationalité propre à la représentation amérindienne de l'écriture. De l'écriture
et plus globalement du signe graphique, les Nambinkwara se font une représentation autre, qui se réfère à des entités surnaturelles. Elle fut inventée sous différentes formes et à maintes reprises par des chamans qui cherchaient aussi bien à acquérir le pouvoir des Blancs qu'à stabiliser les récitations rituelles, c'est-à-dire à rendre plus exact l'apprentissage par cœur de discours qui seront ensuite récités. Pour eux, l'écriture des Blancs est lettre morte, car elle est oublieuse du rituel qui lui donne sens. Il convient donc de lire la leçon d'écriture des tristes tropiques au miroir. Ce sont désormais les ethnologues et leurs étranges écritures, étranges car détachées du rituel, qui sont pris comme objet de pensée par les Indiens. Cet essai d'anthropologie inversée vaut donc leçon de méthode, y compris pour notre sujet. Et si l'on suit la voie des masques, en se souvenant de sa règle de transformation structurale, quand, d'un groupe à l'autre, la forme plastique se maintient, la fonction sémantique s'inverse. En revanche, quand la fonction sémantique se maintient, c'est la forme plastique qui s'inverse. On ne peut plus croire que la reprise des mêmes gestes de soulèvement ou des mêmes techniques d'insurrection, disons par exemple, pour poursuivre la réflexion engagée il y a 2 semaines, le motif de la barricade, déplacé dans le temps, ou dans l'espace, garantit à tout coup l'identité de la motivation des acteurs, de la sincérité de leur engagement et de l'efficacité de leur choix politique. Voici où nous en sommes, exactement, au cœur du carnaval terrorisant et terrorisé. Alors comment ne pas être submergé? Précisément peut-être en se dressant face aux images, en étant ce philosophe caverneux qui prend position face aux images, précisément pour ne pas se laisser embarquer par elles. D'où ce qui me préoccupait face au frontispice du Léviathan, que la pensée cesse de fluer et s'immobilise en ce point d'arrêt qu'on appelle précisément une image, parce qu'elle est, dit magnifiquement Walter Benjamin dans le livre des passages, la dialectique à l'arrêt. Je le cite. La marque historique des images n'indique pas seulement qu'elles appartiennent à une époque déterminée. Elle indique surtout qu'elles ne parviennent à la lisibilité qu'à une époque déterminée. Et le fait de parvenir à la lisibilité représente certes un point critique déterminé dans le mouvement qui les anime. Chaque présent est déterminé par les images qui sont synchrones avec lui. Chaque maintenant est le maintenant d'une connaissabilité déterminée. Avec lui, la vérité est chargée de temps jusqu'à exploser. Cette explosion est rien d'autre, est la mort de l'intentio, qui coïncide avec la naissance du véritable temps historique, du temps de la vérité. Il ne faut pas dire que le passé éclaire le présent, ou le présent éclaire le passé. Une image, au contraire, est ce en quoi l'autrefois rencontre le maintenant dans un éclair pour former une constellation. En d'autres termes, l'image est la dialectique à l'arrêt. Fin de la citation. Voici pourquoi l'image nous remet constamment en mouvement. Voici pourquoi, devant l'image, nous ne pouvons acquiescer à toute forme d'adhérence, d'appartenance et d'identité, et que ce qui crève les yeux dans cette histoire de masques, c'est bien que les images ne sont d'aucun peuple. La voix des masques, pour conjurer le carnaval terrifiant et terrifié, voici ce que tu nous proposes. Alors, je me souviens de ce masque-là. Son regard fuit, je vous l'accorde. Il a le regard torve, la face blême et son allure n'est guère engageante. En fait, on peut le dévisager, pas tout à fait l'envisager. Il a une gueule davantage qu'un visage. Voyez ses crocs, ses cornes. J'avais écrit de ce masque livide, tout se disjoint et se sépare. Et je le crois encore. C'est bien le visage de la séparation. Car nous savons mieux désormais qu'il nous faut regarder en face ce que Wendy Brown appelle le désir de mur,
cette pulsion de ségrégation qui consiste à édifier un dedans à l'abri de barrières qui s'élèvent à mesure que s'érode la souveraineté. Mais ce que je ne crois plus aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un masque. En fait, je pense le contraire. Je pense que Lorenzetti a démasqué la tyrannie, qu'il figure ici le visage du tyran au moment même où un masque beaucoup plus avenant, mais que l'on ne voit plus, vient d'être arraché, et peut-être même par lui-même. Cette bille de clown, nous ne pouvons plus ne plus la voir autrement aujourd'hui qu'au miroir des feux de la rampe de Charlie Chaplin, sous le regard du cinéma. On y voit un homme qui lentement se démaquille et qui nous oblige à le voir tel qu'il est, plus vieux, plus triste, plus ridicule, ce qui est une manière de retourner le miroir vers nous-mêmes. Tel est le propre de la fiction photographique. Souvenez-vous de ce que disait Walter Benjamin d'Étienne Hadguet. Moi aussi j'aimais Ritournelle. Hadguet était un comédien qui, rebuté par son métier, effaça son masque, puis se mit en devoir de démaquiller aussi le réel. J'avais fait voir cette association d'images en 2017 dans un cours sur les fictions politiques. Je voyais une manière de rendre indiscernable le masque et le visage, parce que comment démasquer le réel s'il se présente déjà sous le phare outrancier de la fiction? Pas étonnant que tout cela se joue aussi sur le terrain capillaire. Si une chevelure ressemble à se méprendre à une perruque, si le réel se met à ressembler à la plus invraisemblable des fictions, autrement dit, s'il se met à pasticher le postiche, comment parviendra-t-on à l'arracher? De ce point de vue, la cérémonie d'investiture du vendredi 20 janvier 2017 ne nous avait pas déçus. Il ne s'agissait pas, avait déclaré le président Trump, de transférer le pouvoir d'une administration à l'autre, mais bien de prendre le pouvoir de Washington pour le rendre à vous, le peuple américain. Le discours écrit, repris par les tweets officiels, prévoyait la formule suivante: « And giving it back to you, the American people ». Or, les internautes cultivés, je veux dire ceux qui connaissent bien la série Batman, la célèbre chauve-souris, ont tout de suite remarqué que Donald Trump s'était écarté du texte écrit pour prononcer la formule suivante « And giving it back to you, the people », soit très exactement et à l'intonation près le texte de la harangue que le méchant de Batman, Bane, proclame après avoir mis Gotham City à feu et à sang dans l'ascension du Chevalier Noir. Voici assurément un effet de vérité. Le pouvoir, tel qu'il s'exerce ou se proclame, se conformerait à une fiction qui lui aurait par avance donné sa forme grotesque, rendant impossible toute velléité de démasquer l'imposture, puisque nous sommes devant un visage qui imite son propre masque et qui le fait de manière notoirement ridicule. Sur ce point encore, la lecture de Michel Foucault est cruciale, puisque dans la première leçon de son cours donné en 1974 et publié plus tard sous le titre « Les anormaux », il définit la force paradoxale de ce qu'il appelle le rouage du grotesque dans la mécanique du pouvoir, qui travaille à le disqualifier de façon si manifeste, explicite et volontaire qu'il le fonde dans cette disqualification quasi théâtrale. Nous en sommes là, face à la voix des masques, et l'on ne sait plus alors si l'on doit rire ou pleurer, se cacher derrière une pierre pour attendre, tel l'enfant apeuré, que le poisson redevienne une femme. Notre hantise prend la forme peinte par Tiepolo. Lui qu'on prenait pour un maître de la peinture joyeuse, il couvrit les murs des palais patriciens de Venise des figures blêmes et frêles de Pulcinella, et notamment les inoubliables lavis des murs de la Carezzo-Nico sur le Grand Canal à Venise. Dans un de ses tout derniers livres, Giorgio Agamben donne à voir cette apparition où Polichinelle demande à Gian Domenico Tiepolo « Veux-tu que je te rappelle le passé ou que je te le fasse oublier ?» Et le peintre répond
les deux. C'est cela aussi sans doute une conjuration. Mais qui est Polichinelle ? C'est un être nu et sacrifiable, homo sacer, héros et marionnette, homme et femme, humain et animal, mort et vivant. Tout en lui est confusion, indétermination. Comme l'avait compris Benedetto Croce, Polichinelle n'est pas un personnage, mais une collection de personnages que relie un nom. C'est un mode d'apparition spectrale du passé, du repentir, une manière de nommer ce qui revient, de le nommer et d'en rire. Selon les folkloristes, Pulcinella a fait donc partie du cortège des figures infernales qui, avec Arlequin et le Zani, font escorte de nos inquiétudes. On le juge, on le pend, on le fusille, et il est encore là, à l'état fantomatique et larvaire. « Ne tremble pas !» lui dit-on dans la Commedia dell'arte. « Monsieur, je ne tremble pas, je me trémousse pour faire un menuet de ma peur. Me spasso a facere no minuetto con la paura. » Le secret de Pulcinella est un secret de Polichinelle, car il n'y a pas de secret en histoire, il n'y a que des échappées belles. Le voici donc face à sa tombe. Polichinelle, accompagné d'un plat de gnocchi qui, au premier plan, regarde sa propre tombe. Elle est vide. Une échelle appuyée sur le sépulcre indique le moyen de la fuite. Même après avoir été pendu et fusillé, la mort n'est pas passée par lui. Il s'est échappé avant. L'étrange bossu est comme un héros du cinéma burlesque américain. En fait, c'est Buster Keaton, ce garçon incassable. Incassable parce qu'au moment où la lumière le prend, blême et calme, il est déjà brisé. L'image est donnée en frontispice du livre que Tiepolo fit de cette série de Polichinelle, intitulé « Divertissement pour les jeunes gens ». Et c'est à lui qu'il attribue, à Polichinelle, qu'il attribue son exergue en latin, langue spectrale. Ubi fracassorium, ibi fugitorium. Là où il y a une catastrophe, il y a une échappatoire. Vous vous souvenez de mon autre ritournelle, celle de Maurice Blanchot dans La communauté inavouable? Il est là, il n'est plus là, il ignore les structures qui pourraient le stabiliser. C'est le peuple, c'est l'image du peuple, c'est l'image qui n'est d'aucun peuple, comme Pulcinella entre la mort et la vie, comme la petite sainte foi de Conques entre l'enfer et le paradis. Voici donc la fin du voyage. Non, pas ici, là, l'image du début. Merci Mathieu, c'est lui qui fait le montage. Ce petit tableau de Goya, intitulé El entierro de la sardina, l'enterrement de la sardine. Y a-t-on pensé à Bologne il y a quelques mois, ça paraît si loin, lorsqu'on demanda au peuple de se serrer comme des sardines sur la Piazza Maggiore pour que Matteo Salvini ne s'y immisce pas? Je ne sais. Mais je sais que pour aller de Tiepolo à Goya, on peut passer par le François-Élie Corentin rêvé par Pierre Michon dans les 11. Goya n'est pas David. Il est même l'un des rares peintres des Lumières insensibles à la séduction néoclassique et d'une manière générale à ce que Jean Starobinski avait appelé l'abstraction idéalisante. Ce qu'il peint ici, c'est le dernier jour du dernier carnaval du siècle. Le monde à l'envers, ritualisé, est en train de verser dans la révolution. Dans leur livre Le dernier carnaval, Goya, Sade et le monde à l'envers, Victor Stoichita et Anna Maria Koderk décrivent magnifiquement cette image. Ils s'appuient notamment sur 2 témoignages du dernier carnaval romain de 1799, tandis que Madame de Staël, dans Corinne ou l'Italie, le dénonce comme une résurgence du passé. Goethe, dans son voyage en Italie, y devine la révolution par transparence. Et si, dans une perspective benjaminienne, les deux avaient raison, faudrait-il rire
ou pleurer, danser ou frémir. Cher Mathieu, cette fois-ci c'est vraiment la fin du dernier épisode et comme je te le disais, j'aurais beaucoup aimé ne pas avoir à terminer. J'achevais là, à la fin du mois de janvier, sur cette ubiquité des images qui ne sont d'aucun peuple, qu'il ne fallait rire et pleurer, danser et frémir. Seulement, voilà, depuis lors, on ne peut plus vraiment se serrer comme des sardines. Alors, regardons encore un peu cette image, l'enterrement de la sardine. Regardons-le en fredonnant la chanson des masques. Allez-vous-en les affreux. En la chantant jusqu'à la fin, à chaque sortie des danseurs, les poissons redevenaient des femmes. Danse-t-elle vraiment au centre de l'image? Elle se trémousse, elle vacille plutôt, elle tangue, pressée par le tumulte d'une foule ondoyante. Il y a là, à vrai dire, ni ronde ni cortège, mais plutôt un souvenir lointain des deux. Je cite ici Victor Stoichita et Anna Maria Koderk, qui nous apprennent qu'une radiographie du tableau a révélé un repentir, sous le grand visage sombre à large sourire de la bannière. Les rayons X y discernent le mot « mortus », le même que l'on retrouve sur une esquisse. Et le fait est exceptionnel. Goya n'a pratiquement laissé aucune ébauche de ses peintures. Dans ce dessin préparatoire, conservé au musée du Prado, où le masque masque le nom de la mort, la scène est conçue comme le triomphe du carême sur le carnaval. Les religieux exultent, le peuple recule. Car qu'est-ce au fond que l'enterrement de la sardine, sinon le dernier jour du dernier carnaval? Tout est ambigu dans cette cérémonie, très courante en Espagne, comme l'ont montré les travaux de Julio Caro Barrora. On fête la mort du carnaval. On la fête, oui, car mieux vaut une fête triste que pas de fête du tout. Demain, on mangera maigre. Mais pourquoi alors enterrer la sardine, puisque c'est le contraire qui advient? Le jour de l'enterrement de la sardine, en fait, on mettait en terre la moitié d'un porc, puisque l'on devait sacrifier l'espoir de manger gras. Et voilà, pour atténuer la tristesse de l'adieu, on appelait sardine ce que l'on enterrait, le cochon masqué de son antiphrase. Dès qu'il s'agit de masque, tout est affaire de subversion et d'inversion. Un homme en armes s'avance à gauche, un ours menace, toute griffe dehors. La mort rôde. Sur la bannière noire, elle porte le masque d'un rire burlesque. On rit et on pleure, on danse, on a peur. En fait, on vacille, on se presse, on se frôle. On est sur le point de se séparer. Une fête triste, vous dis-je, plutôt que pas de fête du tout. En serons-nous capables lorsque l'on sortira? Portez-vous bien.